Bien le bonsoir chers camarades. Poursuivons notre lecture de Fahrenheit 451. Une nouvelle fois, je voudrais m'excuser de l'irrégularité de la parution de ces vidéos, mais comme vous avez pu le remarquer, j'ai uploadé beaucoup de vidéos très longues ces derniers temps, et comme je n'ai pas une très bonne connexion, qui d'ailleurs m'interdit de vous faire ces soirées en live, j'aurais beaucoup aimé vous faire des lives de lecture de Fahrenheit et de discussion sur Fahrenheit 451, mais je ne peux ni vous faire de live, je mets beaucoup de temps à mettre en ligne les vidéos, donc euh, je suis contraint d'être irrégulier. Mais je vais faire au mieux. Ensuite, alors, on a vu dans les dernières parties de Fahrenheit 451 que Montag, on en a su plus sur le travail de Montag, notamment au sein de la caserne, où on a pu rencontrer son supérieur, Beatty, et je sais pas comment ça se prononce, mais du coup je vais dire Beatty, Beatty qui est son supérieur et qui a l'air assez fin qui a l'air de le percer à jour. On a vu que Montag était très déstabilisé par les questions que lui avait posées Clarisse, qu'il est en train de remettre en cause le monde dans lequel il vit, qui est un monde assez triste, assez froid, assez dur, euh, notamment avec la tentative avortée de suicide de sa femme, qui l'a beaucoup heurté, et qui en fait, que c'était quelqu'un qui s'était construit une carapace au fil du temps, et donc là, sa carapace est en train de se craqueler. On a vu qu'à un moment il était coupé en deux, et au moment où son supérieur est en train un peu de le questionner et de se rendre compte d'avoir des petits doutes sur qui il est, la sonnerie a retenti et ils doivent intervenir sur un feu. Sur un feu, non, ils doivent intervenir pour opérer, pour mettre le feu, justement. Donc on reprend là où on s'était arrêté. À tout de suite. On est parti. Fahrenheit 451, partie 5. C'était une maison de 2 étages dans la partie la plus ancienne de la ville. Lépreuse, vieille de plus d'un siècle, mais qui, comme toutes les autres maisons, avait été pourvue d'un mince revêtement de plastique inifugé et semblait ne devoir à cette enveloppe protectrice que de tenir encore debout. Nous y voilà. La machine s'arrêta net. Beatty, Stoneman et Black remontèrent l'allée au galop. Devenus soudain odieusement volumineux dans leurs épaisses combinaisons inifugées, Montag suivit le mouvement. Ils enfoncèrent la porte d'entrée et empoignèrent une femme qui pourtant ne courait pas, n'essayait pas de s'enfuir. Elle se tenait simplement debout, se balançant d'un pied sur l'autre, les yeux fixés dans le vide, face au mur, comme si on lui avait asséné un coup terrible sur la tête. Sa langue remuait dans sa bouche, et ne le redit que ses yeux essayaient de se rappeler quelque chose. Puis la mémoire lui revient, et sa langue se remit en mouvement. « Soyez un homme, maître Ridley. Nous allons en ce jour, par la grâce de Dieu, allumer en Angleterre une chandelle qui, j'en suis certain, ne s'éteindra jamais. »« En voilà assez, cria Beatty. Où sont-ils » Il la gifla avec un incroyable détachement et répéta sa question. Les yeux de la vieille femme se concentrèrent sur lui. « Vous savez où ils sont. Sinon vous ne seriez pas là, dit-elle. Stoneman brandit la carte d'alarme téléphonique au dos de laquelle figurait la copie de la dénonciation. Avez-vous motif de soupçonner grenier numéro 11. ELM en ville. EB. Ça doit être Madame Black, ma voisine, dit la femme en apercevant les initiales. Très bien, les gars, au boulot. En un clin d'œil, ils étaient en haut dans une obscurité qui empestait le moisi, abattant leurs haches argentées sur des portes qui n'étaient même pas fermées, s'engouffrant dans la brèche comme des gamins chahuteurs et criards. Et là, une cascade de livres s'abattit sur Montag, tandis qu'il gravissait, parcouru de frissons, l'escalier en pente raide. Quelle plaie! Jusque-là, ça n'avait été jamais plus compliqué que de moucher une chandelle. La police arrivait d'abord, bâillonnait la victime au ruban adhésif et l'embarquait pieds et poings liés dans ses coccinelles étincelantes, de sorte qu'en arrivant, on trouvait la maison vide.
On ne faisait de mal à personne, on ne faisait du mal qu'aux choses. Et comme on ne pouvait pas vraiment faire de mal aux choses, comme les choses ne sentent rien, ne poussent ni cris ni gémissements, contrairement à cette femme qui risquait de se mettre à hurler et à se plaindre, rien ne venait tourmenter votre conscience par la suite. Ce n'était que du nettoyage, du gardiennage pour l'essentiel. Chaque chose à sa place. Par ici le pétrole, qui a une allumette? Mais ce soir, quelqu'un avait perdu les pédales. Cette femme gâtait le rituel. Les hommes faisaient trop de bruit, riant et plaisantant pour couvrir son terrible silence accusateur au rez-de-chaussée. Sa présence faisait planer dans les pièces vides un grondement lourd de reproches, leur faisant secouer une fine poussière de culpabilité qui s'infiltrait dans leurs narines, tandis qu'ils se ruaient en tous sens. Les règles du jeu étaient faussées, et Montag en éprouvait une immense irritation. Elle n'aurait pas dû être là, en plus de tout le reste. Des livres lui dégringolaient sur les épaules, les bras et le visage. Un volume lui atterrit dans les mains, presque docilement, comme un pigeon blanc, les ailes palpitantes. Dans la pénombre tremblotante, une page resta ouverte, comme une plume neigeuse sur laquelle des mots auraient été peints avec la plus extrême délicatesse. Dans la bousculade et l'effervescence générale, Montag n'eut que le temps d'en lire une ligne, mais elle flamboya dans son esprit durant la minute suivante, comme imprimée au fer rouge. Le temps s'est endormi dans le soleil de l'après-midi. Il lâcha le livre. Aussitôt un autre lui tomba dans les bras. « Montag, par ici !» La main de Montag se referma comme une bouche, écrasa le livre avec une ferveur sauvage, une frénésie proche de l'égarement contre sa poitrine. Là-haut, les hommes lançaient dans l'air poussiéreux des pelletées de magazines qui s'abattaient comme des oiseaux massacrés, tandis qu'en bas, telle une petite fille, la femme restait immobile au milieu des cadavres. Montag n'y était pour rien. C'était sa main qui avait tout fait. Sa main, de son propre chef, douée d'une conscience et d'une curiosité qui faisait trembler chacun de ses doigts, s'était transformée en voleuse. Voilà qu'elle fourrait le livre sous son bras, le pressait contre son aisselle en sueur, et ressurgissait vide avec un geste de prestidigitateur. Admirer le travail, l'innocence même, regarder. Stupéfié, il regarda cette main blanche, de loin, comme si elle était hypermétrope, de près, comme s'il était aveugle. « Montag !» Il sursauta. « Ne restez pas là, idiot !» Les livres gisaient comme des monceaux de poissons mis à sécher. Les hommes dansaient, glissaient et tombaient dessus. Des titres dardaient leurs yeux d'or, s'éteignaient, disparaissaient. « Pétrole !» Il se mit à pomper le liquide froid au réservoir numéroté 451 fixé à leurs épaules. Ils aspergèrent chaque livre, inondèrent toutes les pièces. Ils se précipitèrent en bas. Montag tituba à leur suite dans les vapeurs de pétrole. « En route, la femme !» Agenouillée au milieu des livres, elle caressait le cuir et le carton détrempé, lisait les titres dorés au bout des doigts tandis que ses yeux accusaient Montag. « Vous n'aurez jamais mes livres, dit-elle. Vous connaissez la loi, énonça Beatty. Qu'avez-vous fait de votre bon sens? Il n'y a pas deux de ces livres qui soient d'accord entre eux. Vous êtes restés des années enfermés ici en compagnie d'une fichue tour de Babel. Secouez-vous donc! Les gens qui sont dans ces bouquins n'ont jamais existé. Allez, suivez-nous. » Elle secoua la tête. « Toute la maison va sauter, » dit Beatty. Les hommes se dirigèrent lourdement vers la porte. Ils se retournèrent vers Montag, resté debout près de la femme. « Vous n'allez pas la laisser ici, » protesta-t-il. « Elle ne veut pas venir. »« Alors emmenez-la de force !» Beatty leva la main dans laquelle était dissimulé son igniteur. « Il faut qu'on rentre à la caserne. Et puis ces fanatiques tentent régulièrement de se suicider. C'est le schéma classique. » Montag posa une main sur le coude de la femme. « Venez avec moi. »« Non, merci quand même. »« Je compte jusqu'à 10, dit Beatty. « 1, 2. Je vous en prie, insista Montag. « Allez-vous-en, dit la femme. « 3, 4. Venez, Montag tira la femme par le bras. « Je veux rester ici, répondit-elle calmement. « 5, 6. Vous pouvez arrêter de compter, dit-elle. Elle déplia légèrement les doigts d'une main, et dans sa paume apparut un petit objet effilé, une simple allumette de cuisine. À sa vue, les hommes se ruèrent hors de la maison. Le capitaine Beatty, conservant sa dignité, franchit lentement le seuil à reculons, son visage rose brillant de l'éclat de 1000 brasiers et de 1000 nuits tumultueuses. Dieu, pensa Montag, comme c'est vrai. C'est toujours la nuit que l'alerte est donnée, jamais en plein jour. Est-ce parce que le feu offre un spectacle plus beau la nuit? Parce que ça rend mieux, que ça en impose davantage?
Dans l'encadrement de la porte, le visage rouge de Beatty trahissait à présent un début de panique. La main de la femme se crispa sur l'allumette, les vapeurs de pétrole s'épanouissaient autour d'elle. Montag sentit le livre qu'il cachait battre comme un cœur contre sa poitrine. « Allez-vous-en » répéta la femme. Et Montag eut vaguement conscience qu'il reculait, s'éloignait, franchissait la porte à la suite de Beatty, descendait les marches, traversait la pelouse où la trace du pétrole évoquait celle de quelques escargots maléfiques. Sur le perron où elle s'était avancée pour les soupeser tranquillement du regard, son calme constituait à lui seul une condamnation. La femme se tenait immobile. Beatty actionna son igniteur pour mettre le feu au pétrole. Trop tard, Montag étouffa un cri. La femme tendit le bras, les enveloppant tous de son mépris, et gratta l'allumette contre la balustrade. Les gens se ruèrent hors de la maison tout le long de la rue. Ils regagnèrent la caserne sans échanger un mot ni un regard. Montag était assis à l'avant avec Beatty et Black. Ils ne fumaient même pas leur pipe. Les yeux fixés sur le pare-brise de leur grande salamandre, enfermés dans leur silence, ils prirent un virage et poursuivirent leur route. « Maître Ridley » lâcha enfin Montag. « Hein » Elle a dit « Maître Ridley ». Elle a dit je ne sais quoi, un truc dingue quand nous sommes entrés. « Soyez un homme, Maître Ridley, et je ne sais quoi encore. » Nous allons en ce jour, par la grâce de Dieu, allumer en Angleterre une chandelle qui, si j'en suis certain, ne s'éteindra jamais, récita Beatty. Stoneman lança un coup d'œil au capitaine et Montag fit de même, stupéfait. Beatty se frotta le menton. Un certain Latimer a dit ça à un certain Nicolas Ridley, au moment où on allait les brûler vifs pour hérésie, à Oxford le 16 octobre 1555. Montag et Stoneman se remirent à contempler la chaussée qui défilait sous les roues de l'engin. « Je suis une mine de petits trucs comme ça, reprit Beatty. Pour la plupart des capitaines de pompiers, c'est obligé. Il y a des fois où je me surprends moi-même. Attention, Stoneman !» Stoneman donna un coup de frein. « Bon sang !» s'éclama Beatty. « Vous avez dépassé la rue, on doit tourner pour rentrer à la caserne. »« Qui est là ?»« Qui veux-tu que ce soit ?» dit Montag, dans le noir en s'adossant à la porte qu'il venait de refermer. « Qui est là ? Qui veux-tu que ce soit ?» dit Montag dans le noir en s'adossant à la porte qu'il venait de refermer. Un temps. Puis sa femme lança. « Eh bien, allume !»« Je n'ai pas envie d'allumer. »« Viens te coucher. » Il l'entendit se retourner d'un coup sec. Les ressorts du sommier grincèrent. « Tu es saoul ?» demanda-t-elle. C'était sa main qui était à l'origine de tout. Il sentit cette main, puis l'autre, le débarrasser de son manteau qui alla échouer par terre. Il tendit son pantalon au-dessus d'un gouffre et le laissa tomber dans le noir. Ses mains avaient été contaminées, et bientôt ce seraient ses bras. Il sentait déjà le poison gagner ses poignets, ses coudes, ses épaules, puis sauter d'une omoplate à l'autre, telle une étincelle entre deux pôles. Ses mains étaient prises de fringales, et ses yeux commençaient à avoir faim eux aussi, comme s'il leur fallait absolument voir quelque chose. N'importe quoi, tout. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» dit sa femme. Il flottait dans l'espace, le livre dans ses doigts moites et glacés. Un moment plus tard, elle reprit. « Eh bien, ne reste donc pas planté là comme ça au milieu de la chambre. » Un son étouffé s'échappa de ses lèvres. « Quoi ?» demanda-t-elle. D'autres sons étouffés suivirent. Il se dirigea vers son lit, d'un pas mal assuré, et fourra maladroitement le livre sous l'oreiller froid. Il s'écroula sur le lit et sa femme poussa un petit cri de surprise. Il était étendu à l'autre bout de la pièce, loin d'elle, sur une île hivernale, perdue au milieu d'une mer vide. Elle lui parla durant ce qui lui parut une éternité, de ceci, de cela, et ce n'étaient que des mots, comme il en avait entendu une fois dans la chambre des enfants chez un ami. Le babillage d'un gosse de 2 ans qui débite des mots sans suite, émet des jolis bruits. Montag, lui, ne disait rien, et au bout d'un long moment, alors qu'il ne produisait que ces sons étouffés, il sentit qu'elle traversait la pièce, se pencha sur lui et lui effleura la joue, du bout des doigts. Quand elle retira la main de son visage, il savait qu'elle était humide.
Tard dans la nuit, il se tourna vers Mildred. Elle ne dormait pas. Une mélodie tenue dansait dans l'air. Son coquillage de nouveau enfoncé dans l'oreille, elle écoutait des personnages lointains, en des lieux lointains, les yeux grands ouverts, fixés sur les ténébreuses profondeurs du plafond. N'existait-il pas une vieille blague sur cette épouse qui passait tellement de temps au téléphone que son mari désespéré courait au magasin le plus proche et lui téléphonait pour s'enquérir de ce qu'il y avait à dîner? Bon. Alors pourquoi ne s'achetait-il pas un mini-récepteur pour parler à sa femme au milieu de la nuit? Murmurer, chuchoter, crier, hurler, beugler. Mais que chuchoterait-il? Que hurlerait-il? Que pouvait-il dire? Et soudain, elle lui devint si étrangère qu'il eut du mal à croire qu'il la connaissait. Il se trouvait dans une maison qui n'était pas la sienne, comme dans cette autre blague que l'on racontait, celle du type qui rentre chez lui en pleine nuit, ivre-mort, se trompe de porte, pénètre dans ce qu'il croit être sa chambre à coucher, se met au lit avec une étrangère, se lève de bonne heure et part à son travail, sans que ni l'un ni l'autre ne se soit aperçu de quoi que ce soit. « Mélie, dit-il à voix basse. Quoi? Excuse-moi de te déranger, mais je voudrais seulement savoir. Oui? Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Et où? Quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour quoi faire? Enfin, je veux dire la première fois. Il savait qu'elle devait froncer les sourcils dans le noir. Il précisa sa pensée. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était où et quand? Eh bien, c'était... Elle s'interrompit. Je ne sais pas, dit-elle. Il était frigorifié. Tu ne t'en souviens pas? Ça fait tellement longtemps. 10 ans seulement. C'est tout, 10 ans. Ne t'énerve pas, j'essaie de réfléchir. Elle laissa échapper un petit rire bizarre, de plus en plus aigu. Ça, c'est drôle de ne se rappeler ni où ni quand on a rencontré son mari ou sa femme. Il était là, à se masser lentement les paupières, le front, la nuque, les poings sur les yeux. Il accentua régulièrement sa pression comme pour forcer ses souvenirs à se remettre en place. Il lui importait soudain plus que toute autre chose au monde de savoir où il avait rencontré Mildred. Bah, ce n'est pas grave. Elle était dans la salle de bain à présent. Il entendit l'eau couler et le bruit de déglutition qui s'ensuivit. Non, je ne pense pas, concéda-t-il. Il essaya de compter combien de fois elle avalait et repensa à la visite des deux hommes au visage, oxyde de zinc, leurs cigarettes plantées entre leurs lèvres rectilignes, au serpent à l'œil électronique, s'enfonçant, strate par strate, dans la nuit, la pierre et l'eau stagnante, et il eut envie de lui lancer. Combien en as-tu pris ce soir? De ces comprimés. Combien vas-tu en reprendre plus tard sans t'en rendre compte? Et ainsi de suite, toutes les heures, et sinon ce soir, demain soir, alors que moi je ne dormirai pas, ni cette nuit, ni la nuit prochaine, ni bon nombre de nuits à venir maintenant que cette histoire a commencé. Et il la revit, gisant sur le lit, les deux techniciens debout au-dessus d'elle, non pas inclinés avec sollicitude, mais simplement debout, tout droit, les bras croisés. Et il se souvint d'avoir pensé que si elle mourait, il ne verserait pas une larme, sûr et certain, car ce serait pour lui la mort d'une inconnue, d'un visage croisé dans la rue, d'une photo aperçue dans un journal. Et soudain il y avait là une telle aberration qu'il s'en était mis à pleurer. Non devant la mort, mais à l'idée de ne pas pleurer devant la mort. Pauvre idiot vide près de cette pauvre idiote tout aussi vide que le serpent s'écharnait à vider encore un peu plus. Comment devint-on aussi vide? Se demanda-t-il. Qui fait ainsi le vide en nous? Et cette horrible fleur de pissenlit l'autre jour. Elle résumait tout, non? Quel dommage. Vous n'êtes amoureux de personne, et pourquoi pas? Mais à la réflexion, n'y avait-il pas un mur entre Mildred et lui? Au sens littéral. Pas seulement un mur, mais 3 à ce jour. Et ruineux en plus. Et les oncles, les tantes, les cousins, les nièces, les neveux qui vivaient dans ces murs, ce ramassis de singes baragouineurs qui ne disaient rien de rien et le disaient à tue-tête. Dès le début, il en avait vu en eux des espèces de parents. Comment va l'oncle Louis aujourd'hui? Qui? Et tante Maude?
En fait, le souvenir le plus significatif qu'il avait de Mildred était celui d'une petite fille dans une forêt sans arbres. Bizarre tout de même. Ou plutôt d'une petite fille égarée, sur un plateau où s'étaient jadis dressés des arbres. On sentait partout le souvenir de leur forme. Assise au centre du vivoire. Le vivoire. Quelle trouvaille devenait cette appellation à présent. Peu importe à quel moment il y entrait, les murs parlaient toujours à Mildred. Il faut faire quelque chose. Oui, il faut absolument faire quelque chose. Eh bien, ne restons pas là à causer. C'est ça, agissons. Je suis dans une de ces rages. De quoi s'agissait-il donc? Mildred était incapable de le dire. Qui était en rage contre qui? Mildred ne le savait pas exactement. Qu'allait-il faire? Ça, disait Mildred, attendons la suite. Et Montag d'attendre. Une tornade de sons jaillit des murs. La musique le bombardait avec une telle violence qu'il en avait les tendons qui se décollaient presque des os. Il sentit sa mâchoire vibrer, ses yeux trépider dans la tête. Il était comme commotionné. À la fin, il avait l'impression d'avoir été jeté du haut d'une falaise, emporté dans une centrifugeuse puis recraché dans une cascade qui tombait interminablement dans un vide interminable sans jamais toucher, tout à fait, le fond. Et on tombait si vite qu'on ne touchait pas non plus les côtés, qu'on ne parvenait jamais à toucher vraiment quoi que ce soit. Le tonnerre diminuait, la musique s'éteignait. Et voilà, disait Mildred. Et c'était remarquable en vérité. Quelque chose s'était passé, même si les personnages sur les murs avaient à peine bougé, même si rien n'avait été vraiment résolu. On avait l'impression que quelqu'un avait mis en marche une machine à laver, où on vous avait happé dans un gigantesque aspirateur. On était noyé dans la musique, dans une cacophonie absolue. Il sortait de la pièce en nage, au bord de l'évanouissement. Derrière lui, Mildred restait assise dans son fauteuil et les voix reprenaient. « Bon, tout ira bien maintenant, » disait une tante. « Oh, n'en sois pas si sûr, » répondait un cousin. « Allons, ne te fâche pas. »« Qui donc se fâche? Toi? Moi? Tu es furieux. Pourquoi je serais furieux? Parce que... » Tout ça est très bien, criait Montag. Mais qu'est-ce qui les rend furieux? Qui sont ces gens? Qui est ce type et qui est cette bonne femme? Sont-ils mariés, divorcés, financiers ou quoi? Bon Dieu, rien de tout ça ne tient. Ils, disait Mildred, eh bien, ils se sont disputés, vois-tu. Ils se disputent beaucoup, c'est vrai. Tu devrais écouter. Je crois qu'ils sont mariés, c'est ça. Ils sont mariés, pourquoi? Et si ce n'était pas les 3 murs, qui bientôt seraient 4 pour que le rêve soit complet, c'était la voiture découverte, et Mildred conduisant à 150 à l'heure à travers la ville. Montag lui hurlant quelque chose, et elle lui hurlant sa réponse. Chacun essayant de comprendre ce que disait l'autre, mais n'entendant que le rugissement du moteur. « Tiens-t'en au moins au minimum autorisé, vociféra-t-il. « Quoi, glapissait-elle ? Reste à 80, le minimum, criait-il. « Le quoi ? s'égosillait-elle. « La vitesse minimum, braillait-il. Et elle poussait à 160, lui coupant le souffle. Quand il descendait de voiture, il s'apercevait qu'elle avait ses coquillages enfoncés dans les oreilles. Silence. Rien que le doux bruit du vent. Mildred. Il s'agita dans son lit. Il tendit le bras et lui ôta un des petits insectes musicaux de l'oreille. Mildred, Mildred. Oui, sa voix n'était qu'un murmure. Il avait l'impression d'être une de ces créatures électroniquement incrustées dans les murs audiovisuels, en train de parler, mais sans que les mots parviennent à percer la barrière des cristaux. Il ne pouvait que se livrer à un pantomime, dans l'espoir qu'elle se tournerait vers lui et le verrait. Un mur de verre les empêchait de se toucher. « Mildred, tu connais cette fille dont je t'ai parlé ? » ?»« Quelle fille ? » Elle était presque endormie. « La fille d'à côté. »« Quelle fille d'à côté ? » ?»« Tu sais bien, l'étudiante, Clarisse, elle s'appelle. »« Ah oui, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue. 4 pour être précis. Tu l'as vue, toi ? » ?»« Non. Je voulais te parler d'elle, c'est curieux. »« Oh, je vois ce que tu veux dire. C'est bien ce que je pensais. »« Elle, dit Mildred dans l'obscurité. Quoi, elle ? » ?»« Je voulais te dire justement... Ah, oubliez.
Dis-moi maintenant, qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'elle est partie. Partie ? Toute la famille a déménagé. Mais elle est partie pour de bon, je crois qu'elle est morte. On ne doit pas parler de la même fille. Si, la même fille, McClellan. Écrasée par une voiture il y a 4 jours. J'en suis pas sûr, mais je crois qu'elle est morte. En tout cas, la famille a déménagé, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle est morte. Tu n'en es pas sûr ? Non, pas sûr. Presque sûr. Et pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt ? A oublié. Ça remonte à 4 jours. J'ai oublié tout ça. 4 jours, répéta-t-il à voix basse. Ils étaient tous deux étendus dans l'obscurité immobile. Bonne nuit, dit-elle. Il perçut un léger bruit de tissu froissé. Les mains de Mildred bougeaient. Au contact de ses doigts, le dé électronique se déplaça comme une menthe religieuse sur l'oreiller. Et voilà qu'il était de nouveau dans son oreille à bourdonner. Il l'écouta. Sa femme fredonnait tout bas. Au dehors, une ombre bougea. Un vent d'automne se leva et retomba. Mais il y avait autre chose dans le silence qu'il percevait. Comme un souffle contre la fenêtre. Comme une traînée de vapeur luminescente verdâtre. Le frisson d'une immense feuille d'octobre, emportée à travers la pelouse avant de disparaître au loin. Le limier, pensa-t-il. Il est de sortie cette nuit. Il est là dehors. Si j'ouvrais la fenêtre. Il se garda de l'ouvrir. Ah oui, quand même. Il se garda de l'ouvrir. Bon, c'est toujours aussi intense, hein, Ray Bradbury. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi profond. Donc là, on a deux gros passages. L'intervention de Montag dans une maison, où ça ne se passe pas comme d'habitude, sachant que, en fait, là, on touche quelque chose qui est une sorte de dénonciation aussi du système capitaliste. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que l'un des critères du système capitalisme, c'est la division du travail. C'est que une tâche n'est jamais assumée par une personne ou par un corps de métier. Tout est divisé, tout est segmenté, tout est coupé en petits morceaux. Là, on voit que ce sont les policiers qui arrivent, qui bâillonnent en temps normal, qu'il y a une dénonciation. Donc il y a quelqu'un qui écoute la dénonciation, il y a quelqu'un qui la transmet, c'est envoyé aux policiers, les policiers arrivent chez les gens, les bâillonnent, les emmènent dans leur coccinelle. C'est drôle, hein, pour les plus jeunes, regardez sur internet ce que c'est comme voiture, une coccinelle, c'est assez drôle. C'était très à la mode à une époque, enfin, c'est aussi daté, hein, enfin, année 451, mais du coup c'est rigolo. Et donc que ces policiers viennent, emmènent les gens, et qu'ensuite les pompiers viennent foutre le feu au reste de la baraque. D'ailleurs que les baraques ne crament pas vraiment, parce que les maisons sont inifugées. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur brûle, et je pense qu'après ils le nettoient, et que la maison est toujours utilisable. Mais que c'est juste, la structure ne brûle pas, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui brûle. Et donc là, il tombe sur une femme qui est une résistante, et aussi il y a un moment où on voit que Montag n'est tellement pas, n'a jamais lu de livre, qu'il est tellement inculte, qu'une seule phrase l'impressionne, en fait. Une seule lecture le marque, parce qu'il est pur, en fait, quelque part. Il est complètement pur, complètement vierge de toute littérature, et que donc ça le frappe d'autant plus. Comme il écrit, ça s'est imprimé au fer rouge dans son esprit. À un moment, il lit une phrase, un moment de poésie, sur le vent de l'automne dans l'après-midi, s'est éteint dans l'après-midi, quelque chose comme ça, et ça le heurte à tel point qu'il en est... voilà. Et il vole un livre. Oui, et fait... un peu malgré lui, il vole un livre. Mais du coup, il y a un moment une coupure. En fait, il y a une vraie ellipse où ils sont ensemble dans le camion avec les autres pompiers. Il y a une ellipse et il arrive chez lui. Et en fait, cette façon il est traumatisé. C'est sous-entendu, il est traumatisé par ce qu'il vient de voir, par cette femme qui s'est suicidée.
qui s'est mis le feu elle-même, c'est terrible, qui a allumé son propre bûcher, qui a préféré mourir que de continuer à vivre dans cette société-là et qui a choisi une mort terrible, qui s'est insoumis, et donc il en est traumatisé, et plutôt que d'écrire ce traumatisme, plutôt que de décrire l'horreur de la scène, Bradbury va s'appliquer à décrire ses réactions à lui, le fait qu'il soit complètement déconnecté, il rentre chez lui, et d'ailleurs l'écriture est un peu bizarre, c'est un peu dur de suivre qu'est-ce qui se passe. Ils décrivent qu'il a l'air de... En fait, c'est les sensations du traumatisme. Le fait d'arriver chez soi, d'être complètement groggy, d'être complètement... la tête, il sait pas où il est, il s'effondre dans un coin de la pièce, et il y a ce moment très touchant où sa femme traverse la pièce, lui touche le visage, et elle a les mains humides de larmes. Donc voilà, et on sait, on ne sait pas plutôt, mais sa femme lui apprend... alors il y a tout un moment sur le fait du mur, qui se rend compte du mur qui s'est créé entre lui et sa femme, et en fait entre tous les gens, c'est-à-dire que tout le monde est seul dans ce monde de Fahrenheit 451. Les oncles, les tantes et tout ça, et qu'en fait, c'est l'équivalent de la télé, de la vidéo, qui isole les gens, qui a isolé les gens, et on voit même, j'ai l'impression qu'à un moment, il décrit une forte musique qui vient lui éclater les tympans et lui décoller les tendons des os, et je pense même que en fait, il décrit un phénomène hypnotique de la télé qui hypnotise les gens et qui les met dans un état second, comme l'est sa femme, avec ces rares moments où elle en sort, mais que la plupart du temps elle est complètement hypnotisée, qu'elle reste dans cette bulle qui ne la pousse en fait qu'à consommer. Parce que la seule chose qu'elle veut, c'est un nouvel écran, un quatrième mur, et on a vu déjà ce que ça impliquait, le quatrième mur, le théâtre et tout ça, mais un quatrième mur qui finira de l'isoler, et où une décapotable. Donc c'est vraiment... ça décrit complètement... C'est très actuel, en fait, comme description du monde, que la télé pour nous endormir et le seul plaisir par la consommation. Donc c'est vraiment impressionnant à quel point Bradbury est en avance sur son temps, enfin à quel point il a décrit des choses qui sont actuelles. Et donc sa femme, Mildred, la femme de Montag, qui nous apprend qu'il semblerait que Clarisse soit morte, et qui lui apprend de façon très très froide, très très distante, comme une petite info comme ça. Alors déjà, ça montre bien qu'elle n'était pas du tout au courant de l'importance de Clarisse pour Montag, ce qui est logique, vu la séparation qu'il y a entre deux. Et quel point ce n'est pas, dans ce monde-là, la mort n'est pas dramatique, quoi. Ça monte tellement froid et triste que la mort de quelqu'un, c'est juste une info pour elle le dit en passant. Surtout la mort d'une jeune personne, quoi. Enfin voilà. Et en plus c'était assez prémonitoire parce que plus tôt dans le bouquin, on nous dit que les jeunes roulent à pleine vitesse, qu'il y a souvent des accidents de voiture, et que la fragile Clarisse, toute fragile, toute menue, comme on peut l'imaginer, un peu comme voilà, une sorte d'exception dans ce monde de brutes, se soit faite rouler dessus sauvagement se soit faite écraser, quoi. C'est une image assez dure. Voilà, merci, n'oublie pas un petit pouce bleu ou un abonnement ou un partage, c'est toujours sympathique si ça vous a plu. Si vous êtes de jeunes gens, des collégiens ou des lycéens qui préparaient des épreuves, je vous souhaite bonne chance, des contrôles, etc. sur le bouquin. Merci pour tous vos messages, c'est encourageant, j'essaie de faire au mieux pour le rythme. Voilà, bon bah, à la prochaine. Ciao.